L'important, ça va être qu'on ait vraiment tous les membres du jury pour les pitchs, qu'on ait tous les pitchers. Donc on peut sans doute faire comme ça en off un tour de table virtuel pour savoir si toutes les équipes sont présentes et tous ceux qui doivent représenter les équipes sont bien présents. Est-ce que l'équipe des Datanimous est présente? Oui. Oui, on est là. C'est nous. Très bien. Les Loustics, je les ai vus, ils sont représentés. Les sticks sont là. Yes. Les Teddy Winners. Oui, Ouais. on est là. Oui. Et alors, j'aime beaucoup leur nom, les zinzins de l'Esti. Ah, les zinzins, pas encore là. Ouais, on est là. Tu mets pas ta caméra. Attention au micro, Charles, si c'est toi qui as pris la parole, Ouais, désolé. pas trop poussé, c'est parfait. Donc au niveau des équipes, tout le monde est présent. Je crois que j'ai vu passer Jordi Palafox, parce qu'avec le président Sylvain Barthélémy, on a eu la confirmation, il est bien présent. Jordi, vous êtes bien en ligne, vous êtes avec nous? Je suis bien là. Parfait. Écoutez, président Lousteau, On donne le départ. il est 5h01, 2, 1, action. c'est parti. Merci à tous donc d'être nombreux cet après-midi pour vivre un événement particulier. On va en parler dans quelques secondes. C'est la première finale en mode Data Battle. Une Data Battle organisée par l'IAPO. L'IAPO qui donc a organisé pendant un mois du 28 février à aujourd'hui, vendredi 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Cette compétition particulière. J'ai à mes côtés virtuels le président de l'IAPO, Sébastien Lousteau. Ne croyez pas ce que vous lisez, ce n'est pas Yannick Lenir, c'est bien Sébastien Lousteau. Sébastien, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, Sébastien, est-ce qu'on peut tout simplement redonner un contexte et redonner corps à l'organisation de ce Data Battle? Qui organise ce Data Battle et avec quel but? Oui, tout à fait Thomas. Donc l'association IAPO cette année change un peu son format. Pendant 3 ans, on était parti sur un festival d'une durée de 3 jours avec des conférences et un Data Challenge donc de 2 jours sur un week-end en mode sprint. Et cette année, donc, on va multiplier nos événements avec pas moins de 5 événements. Cette année, on a eu notre premier Data Challenge au format habituel sur un week-end fin janvier avec déjà 20 000 € de prix et 3 problématiques d'entreprise. Et puis là, on passe au deuxième événement de l'année qui est donc un format de Data Challenge différent qui dure un mois avec des étudiants de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est la spécificité aussi de ce Data Challenge, donc uniquement ouvert à la Nouvelle-Aquitaine. Et donc on va voir aujourd'hui quelle est l'école et quelle est l'équipe la meilleure de Nouvelle-Aquitaine pour ce Data Challenge. Donc nous avons une seule entreprise qui a proposé une problématique, c'est VivaJob, avec des points toutes les semaines faits avec les étudiants pour avancer sur les problématiques et sur le rendu, pour comprendre les besoins de l'entreprise. Et au final, des classements qui ont été faits et communiqués sur LinkedIn pour arriver au jury intermédiaire qui avait lieu tout à l'heure entre midi et 2. Les 15 équipes à peu près qui se sont confrontées à 3 jurys différents. Et là, nous en sommes donc à la restitution finale avec les finalistes et les 4 équipes en finale. 4 équipes, c'était inattendu, on va en reparler dans quelques secondes. Sur la partie organisation, donc l'IAPO c'est évidemment l'organisateur principal, il y a des co-organisateurs, Oui. donc avec Heliopark et Luminae, Bien sûr. qui Oui. sont les partenaires fidèles donc, C'est ça. de tous les événements organisés par l'IAPO. Et je sais aussi qu'il y avait des sponsors, et particulièrement, donc, il y a toute une liste de sponsors, ils sont, et vous les verrez lors des replays, ils sont mis à l'honneur, mais la région Nouvelle-Aquitaine a joué un rôle particulier aussi dans ce Data Challenge, dans ce Data Battle, parce qu'ils souhaitaient porter une voix plus, on va dire, écologique, liée à l'environnement, et surtout faire que l'empreinte des développements faits par les étudiants le soit le moins, entre guillemets, lourd possible pour notre environnement et pour l'écologie liée à l'informatique ou à tout ce qui est lié au data. Est-ce que
Vous pouvez en dire un mot à ce Ouais, sujet. tout à fait. Donc Data Challenge vraiment avec l'empreinte Nouvelle-Aquitaine, donc pour les participants, ouais, effectivement, mais aussi pour les prix. Et donc on a évolué aussi par rapport au Data Challenge de janvier où on avait un prix dédié à l'environnement et puis un grand prix. Et suite aux remarques de notre jury très compétent du mois de janvier vert, notamment Madame Bellini, on a décidé d'intégrer les critères environnementaux, donc de consommation des algorithmes, directement dans les prix de ce Data Challenge. Donc aujourd'hui, on aura un podium, premier, deuxième, troisième, sur les 4 équipes en finale, et les critères environnementaux compteront pour 30% de la note finale, donc pour tout le monde, sur tout le podium. Donc finalement, le poids du prix de la région de l'Aquitaine est maintenant, comme elle le souhaitait, je me souviens de Mme Bellini, qui souhaitait absolument que l'environnement soit partout et soit pris en compte par tous les projets. Donc on attendra, on va y revenir, mais on attendra évidemment des équipes qu'elles portent une attention dans leur présentation sur ce point particulier. Ne vous inquiétez pas, chers étudiants et jeunes chercheurs, si vous avez oublié d'en parler, les questions vous rappelleront que vous devez en parler obligatoirement. Et donc on peut peut-être parler avant d'arriver à la problématique de l'entreprise sur les personnes qui vont aujourd'hui être les juges et être le jury de ces équipes. Donc, pour les avoir à l'écran dans quelques secondes, cher président Barthélémy, êtes-vous là? Oui. Bonjour. Bonjour à Sylvain. tous. Alors peut-être pour vous présenter, je ne sais pas si tous les étudiants vous connaissent, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus d'informations sur votre pédigré et le fait que l'IAPO vous ait choisi comme président. Pourquoi donc vous retrouvez-vous président d'un jury à l'IAPO pour un data battle? Alors déjà, je remercie Sébastien Rousseau, l'IAPO, l'UMLAI. En fait, j'accompagne ce Data Challenge. Je ne suis pas du tout organisateur, mais je participe depuis le début. Donc depuis les toutes premières. Oui, merci de confirmer. Voilà. En tant que mentor, en fait, au départ, membre du jury. Et donc, oui, j'aime beaucoup cette passion, cette ferveur, et puis ces projets là, très pratiques autour du data science, donc très très bien organisés par tous les organisateurs qu'a mentionné tout à l'heure Seb. Et donc, je pense que c'est un peu pour ça que je suis président du jury aujourd'hui. Donc, juste pour donner un petit feedback sur moi, en fait, donc, je suis issu plutôt de l'analyse économique et financière. Et en fait, j'utilise depuis presque 30 ans maintenant, des algorithmes d'IA, de machine learning pour traiter des questions, pas des questions environnementales, pas des questions d'ingénierie, mais plutôt des questions liées à l'économie, prise de décision. Et j'enseigne d'ailleurs ça, ces questions-là à l'université ici à HEC. Et donc voilà, je pense que c'est un peu à ce titre-là que je participe à ce jury. Et donc avec plaisir comme toujours, et puis avec ces critères environnementaux que vous avez mentionnés qui sont fondamentaux. Des vrais enjeux aujourd'hui pour les data scientists. Tout à fait, je crois que ça tiendra à cœur aussi Jordi Palafox qui vous accompagnera et qui sera un des membres du jury aussi aujourd'hui. Jordi, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Okay, si vous pouvez vous présenter rapidement aux étudiants, comme ça ils sentiront la double lame environnementale leur chatouiller le cou avant de présenter tout à l'heure. Ok, moi, du coup, je viens pas du tout des data science à la base. Je suis mathématicien de formation. Donc, certains participants me connaissent peut-être comme prof de maths, que j'ai enseigné à l'ESTI. Et je me suis reconverti dans les data science et j'ai fait la rencontre de Sébastien Lousteau. Et je fais maintenant partie de son équipe de recherche, Green UPPA, où on développe des algorithmes de machine learning et deep learning qui soient verts. Donc, respectueux de l'environnement, peu consommateur. Donc vous aurez à cœur je compte sur vous aujourd'hui, mais Sylvain évidemment aussi, pour poser des questions sur ces thématiques-là. Et je crois que Sébastien, donc il était important aussi, il y aura d'autres membres du jury, sans doute qu'on découvrira tout à l'heure, mais on a parlé, Sylvain l'a abordé, la question des mentors, c'est très important pendant ce mois, parce que donc les étudiants ont eu à répondre à une problématique, on va l'aborder dans quelques minutes, quelques secondes, mais ils ont été accompagnés pendant ce mois pour les différents travaux et pour les avancées tout simplement de leur exposé qu'on découvrira dans quelques minutes. Oui, tout à fait. On les a pas mal aidés sur des questionnaires qu'on leur donnait toutes les semaines pour les inciter à aller creuser dans certaines directions, on va dire. Et donc des questionnaires, un rendez-vous, si je ne me trompe pas, qui était hebdomadaire avec l'entreprise Tatami.
Oui. Donc, pour pareil faire ce suivi et avancer, des questionnaires. Et donc, les équipes qu'on va retrouver dans quelques secondes ont réussi à survivre aux phases de poule et elles ont réussi à convaincre, donc on va dire passer une première étape avant d'être en finale. Je vais donner la parole à l'équipe de Tatami, donc à Monsieur Cortier, pour qu'il nous représente pour les personnes et peut-être pour certains membres du jury qui ne seraient pas au courant, l'entreprise et la problématique de ce job board, pas comme les autres, qui est derrière cette demande et ce data battle. Tout à fait, Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis donc Jean-Benoît Cortier, le CTO de l'entreprise. Justement, ça a été décrit tout à l'heure. L'entreprise, la structure juridique s'appelle Tatami et le nom commercial de la plateforme, ce sera VivaJob. Je sais que Sébastien Losco l'a rappelé tout à l'heure. Grand plaisir pour nous de participer, c'est une première pour Tatami de participer à cette data battle, ce data challenge. Effectivement, nous on a pour but de développer un job board. Alors un job board, c'est un mot un petit peu compliqué, un anglicisme pour décrire tout simplement une plateforme d'emploi. Plateforme d'emploi qui a pour but de faire matcher justement des candidats et des offres d'emploi et de le faire de manière un petit peu plus intelligente que ce qui se pratique tout simplement aujourd'hui sur le marché. Donc je n'aurai pas le temps peut-être de détailler ici tout ce qui fera la différence par rapport à nos futurs concurrents. Mais en tout cas, cette intelligence de matching, c'est vraiment un point sur lequel nous souhaitions insister dès le départ, puisqu'aujourd'hui, la plupart des job boards existants fonctionnent un petit peu comme une simple CVTech, c'est-à-dire une simple base de données sur laquelle vous allez pouvoir retrouver différents profils, différents CV. Et nous, on souhaitait aller un petit peu plus loin dans cette démarche. On a pour but d'être l'ultime job board, d'être finalement le job board auquel tout le monde fera appel, quel que soit son type de contrat, quel que soit le poste recherché, ou à l'inverse, pour nos clients, quel que soit le profil qui sera mis à leur disposition. Et donc, on s'est dit, à partir de là, qu'est-ce qu'il nous faut pour rendre plus intelligent ce matching ? Et il est assez vite apparu que l'intelligence artificielle était une des palettes, enfin en tout cas un des éléments du futur qui nous permettrait de maximiser cette intelligence de matching. Et donc c'est pour ça qu'assez naturellement, de par une orientation et une géolocalisation très sud-ouest, puisque le siège de l'entreprise sera à Artix, donc pas très très loin de la ville de Pau où certains d'entre vous sont basés. Donc on s'est tourné assez naturellement vers IAPO dans le cadre de cette data battle avec un seul objectif pour nous, c'était dans un premier temps peut-être déjà de confirmer nos impressions, c'est-à-dire que finalement l'intérêt du travail des étudiants, c'est de venir répondre à un certain nombre de pistes que nous avions en interne. Et puis le deuxième point, qui est loin d'être négligeable, c'est peut-être de nous apporter aussi d'autres éléments de recherche, c'est-à-dire d'autres pistes qui n'ont pas encore été suffisamment creusées en interne, et que les étudiants, au fil de leur recherche, on l'a d'ailleurs constaté avec les points hebdomadaires que vous avez préalablement évoqués, on se rend compte qu'effectivement, au fil de leur recherche, au fil de l'avancée, au fil des différentes étapes prévues et des différents jalons prévus dans le programme, au cours de cette data battle, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des pistes qui étaient creusées, qui sortaient du cadre que celui que nous avions imaginé. Donc c'était très très intéressant, à la fois de constater ces différences et en même temps de suivre justement l'évolution étape par étape lors de cette data battle. Et on va découvrir finalement, parce que moi je faisais déjà partie d'un premier jury, on va découvrir finalement quelles sont les solutions qu'on n'a pas encore évoquées et qui semblent, d'après un petit partage avec mes collègues, qui semblent très pertinentes. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Alors on a effectivement hâte de découvrir leur travail. Il faut se rappeler que sur la ligne de départ, il y avait une centaine d'étudiants. Il y avait, si je ne me trompe pas encore, une douzaine d'équipes représentant CYTech, l'UPPA, l'école NSC donc de cognitique. Et effectivement, il en reste 4, pas 3, il en reste 4, car les jurys intermédiaires ont jugé qu'il fallait donner la chance à une 4e équipe. Ils avaient du mal à départager, ou en tout cas, ils ne voulaient pas le faire pour vous, pour VivaJob, pour Tatami. Ils ne voulaient pas prendre la responsabilité peut-être d'écarter un très bon projet ou d'écarter une feature, une killer feature qui pourrait vous plaire. Donc, on les a gardés. Et je pense qu'on peut maintenant, si le président Sébastien Lousteau me donne l'autorisation de commencer à donner la parole aux étudiants, on va pouvoir leur donner la parole 10 minutes, avec 5 minutes de questions à chaque fois du jury. 10 minutes, je les ai eues en ligne auparavant, il faudra respecter
ce timing. Vous pourrez présenter ce que vous voulez. Vous avez carte blanche, mais n'oubliez pas que vous serez jugé donc sur les critères attendus par l'équipe de Jean-Benoît Cortier et aussi les critères environnementaux qui sont importants à ne pas oublier, en tout cas à mentionner. Vous aurez des questions si vous l'avez oublié dans votre présentation. 10 minutes plus 5, 4 équipes. Il est 17h15. On peut commencer avec la première équipe. Si vous êtes prêts, j'appelle donc la première équipe, les Datanimous. Oui, on est prêt. Vous êtes prêts? Totalement Juste, prêt. excusez-moi, Oui. est-ce que vous voulez que les autres élèves coupent la caméra le temps que l'équipe en question passe ou pas? Allez, on peut faire ça, comme ça on laisse caméra allumée uniquement pour l'équipe qui présente. On vous a à l'écran et je demanderai aux membres du jury de rallumer leur caméra aussi quand il sera venu le temps des questions-réponses. Ok, merci. Quand vous démarrez, le Oui. temps commence. Vous voyez bien notre diapo? Tout à fait. Bonjour à tous et rebonjour à ceux qu'on a déjà vus dans la journée. Alors on va vous présenter notre projet du Data Challenge 2022. Nous sommes le groupe des Datanimous de l'école d'ingénieurs CY-Tech, composé de 4 Ing 2 et de 4 Ing 3 qui nous ont coachés. Au sommaire, on va vous parler du traitement des données, du jeu de données, ensuite des fonctionnalités qu'on a créées, et ensuite on va conclure sur tout ce projet. Donc, je vais passer la parole à Hugo pour la suite. Donc, concernant le traitement des données, donc les données dans un projet d'intelligence artificielle sont vraiment centrales, et donc nous avons essayé d'en ressortir le maximum. Donc pour ça, nous avons passé une grande partie de notre temps à comprendre et à analyser ces données. Donc afin de rendre utilisables les données que nous avions à disposition, nous devions dans un premier temps sélectionner les variables qui nous semblaient les plus importantes et ensuite les vectoriser afin de les utiliser dans notre algorithme. Donc dans un premier temps, on a transformé en nombre les variables texte les plus simples. Et donc ensuite, certaines données étaient essentielles et nous devions trouver un moyen de les incorporer dans notre algorithme. Donc par exemple pour les villes, nous avons choisi de les transformer en points longitude et latitude, ce qui fait, en tout cas ce qui avait deux grands avantages pour nous. Le premier, c'est que on peut facilement calculer une distance entre deux villes. Et le second avantage, c'est qu'ensuite ça va nous permettre d'afficher l'annonce de job par exemple sur une carte interactive comme vous pourrez le voir par la suite. Et ensuite, on imagine qu'il y a d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités qui pourraient être utiles, mais qu'on n'a pas pu implémenter. Donc concernant les compétences, donc les variables compétences sont les variables en tout cas ce sont des variables très importantes et nous avons choisi de faire du one-hot encoding afin de pouvoir utiliser cette variable dans notre algorithme. Donc concrètement, au lieu d'avoir 3 variables compétences, on se retrouve maintenant avec 22 variables qui représentent chacune une compétence en particulier. Et donc pour finir sur les variables que nous avons transformées, il y a l'une des plus importantes qui était le métier. Donc que ce soit pour le dataset client ou le dataset jobber, il était impératif pour nous de trouver une solution afin de rendre utilisable cette variable autrement que par un simple critère de filtre ou voilà. Et donc nous avons créé un algorithme qui nous a permis de classer ces métiers par domaine, ce qui est beaucoup plus large et qui nous permettra par la suite de proposer une grande gamme de métiers et surtout des métiers différents si le reste des compétences pouvait matcher avec un profil ou une offre. Donc cette variable est vraiment importante et ici donc à droite je vous montre une variable donnant un domaine, mais nous avons réussi à sortir des sous-domaines de domaine, ce qui nous permet d'avoir un niveau d'abstraction différent selon nos critères dans notre algorithme. Et pour ça, nous avons utilisé la codification ROM. Donc maintenant, je vais un peu vous parler donc de l'algorithme. Donc maintenant qu'on a les fichiers CSV qui sont vectorisés, on va pouvoir donc passer au calcul. Mais pour commencer, grâce au métier du coup qu'on a codifié juste avant, comme vous avez vu avec la codification ROM, nous avons donc pu catégoriser les métiers. Donc, comme vous pouvez voir ici par exemple,
il y a la plus grande catégorie qui va être appellation de nom de domaine, qui va être par exemple installation et maintenance. Et on va avoir une sous-catégorie qu'on appelle appellation de domaine, qui va être véhicule, engin, aéronef. Donc en fait, ceci va nous permettre lors des calculs de valoriser en fait d'autres variables que uniquement le métier. Donc par exemple, si un recruteur recherche un barman, mais qu'à côté on a un serveur qui répond parfaitement aux critères de ce recruteur, et bien c'est pas parce qu'il est serveur et pas barman qu'il va pas être proposé par notre algorithme. Et parce que du coup en fait, vu qu'on prend en compte juste le groupe de métiers, donc le serveur sort dans le même groupe que barman, et bien le serveur aura une chance de se retrouver dans la liste du recruteur. Donc, nous avons également pris en compte la distance dans notre algorithme, c'est-à-dire la distance entre les villes, des offres et des personnes et des jobbers, donc grâce à la longitude et la latitude. Et donc, comme vous l'avez compris, en fait, notre site, il va permettre donc de la recherche en fait dans les deux sens. Donc, si on a un jobber et qu'on recherche une offre d'emploi, ben, ça marche. Et si on est un recruteur et qu'on recherche des jobbers, ça fonctionne aussi. Nous avons également assez facilement la possibilité en fait d'améliorer notre calcul de matching. En fait, tout simplement, il suffit de parler avec les recruteurs pour voir si juste il y a des critères qui vont être plus intéressants que d'autres. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir donc pondérer ces critères-là, ce qui va donc pour être plus ou moins influent dans notre calcul. Si on arrive à avoir aussi un volume de données plus important et que l'on juge que nos catégories elles englobent trop de métiers pour le moment, il va être possible en fait de créer. On a aussi une autre catégorie qu'on n'a pas utilisée pour le moment, si on n'avait pas ces données, qui va regrouper en fait moins de métiers. Et un dernier point, si on juge que la codification ROM elle n'est pas intéressante, alors il est toujours possible, même si ça peut prendre beaucoup de temps, de créer en fait notre propre codification. Et à ce moment, ce qui serait intéressant de faire, c'est de regrouper des métiers par affinité et compétences communes. Donc pour avoir la même logique qu'on a eue, et en fait, notre algorithme fonctionnera encore mieux avec ce moyen-là. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de sortie de notre algorithme. Donc voici un exemple donc, de la sortie d'une fonction. C'est pas le résultat final, c'est juste la sortie d'une fonction. Donc ici, par exemple, donc l'entrée, c'était du coup quelqu'un qui cherchait donc un poste d'agent de manœuvre et de conduite d'engin. Et donc ceci, on le met dans la catégorie du coup magasinage et manutention des charges. Donc voilà les métiers, les offres d'emploi qu'on va lui proposer. Donc on peut voir par exemple qu'en premier, l'offre d'emploi, ça va être proposé, ça va être inventouriste et pas agent de manœuvre. Parce que voilà, on considère qu'il répondait aux termes de critères, il répondait plus aux critères de cette offre d'emploi-là. Voilà, et du coup, ah oui, je voulais aussi rajouter une chose sur l'algorithme, sur un peu l'aspect écologique qu'on peut avoir. Donc on n'a pas utilisé de deep learning, donc forcément ça va avoir un côté plus vert. Et aussi la vectorisation des fichiers, en fait ça nous a permis de réduire la taille de ces derniers, ce qui allège également l'impact que notre programme va avoir sur l'environnement. Et maintenant je vais laisser Gauthier vous présenter le site. Alors, on va ensuite vous montrer une démonstration de notre algorithme grâce à une interface que l'on a développée. Donc, avant de commencer la vidéo, il faut dire qu'on n'a pas eu le temps de créer une API. Ici, on va juste vous montrer une démonstration visuelle de l'algorithme que l'on a préparé. Mais l'algorithme marche à 100%, c'est juste le site qui n'est pas 100% opérationnel. Donc ici, on est dans le cas d'un candidat qui cherche une offre. On a donc Mustapha, qui a occupé ou qui occupe encore un poste de conditionneur et il cherche aussi toujours un poste de conditionneur. Il habite vers Bière. Ici, il va remplir le formulaire et c'est ce qui va rentrer. Ce sont les variables qui seront utiles pour l'algorithme, comme ici avec les différentes compétences. Voilà, donc il remplit les différentes compétences et ensuite télétravail, temps de travail, déplacement maximum, il laisse à 100%. Et la carte que l'on voit est générée par l'API JavaScript, Google Maps, et elle va afficher les 10 meilleures offres selon le profil du candidat. On voit ici qu'il y a une dizaine, il y a 10 marqueurs placés grâce à la longitude et la latitude. On peut voir par exemple le premier point, si on clique dessus, on a la description de l'offre. On peut par exemple voir ce point qui est très éloigné. Il est très éloigné de Bière et
c'est à cause, enfin c'est grâce parce qu'il a rentré, il a dit que le télétravail était à 100% ou qu'il pouvait se déplacer un maximum de 100%. Donc Mustapha est prêt à déménager par exemple. Il peut être prêt à bouger. Donc notre algorithme lui propose bien des offres en fonction de ce qu'il a mis. On peut aussi voir le métier ici, c'est inventoriste. C'est pas le même qu'on lui a, comme a dit Baptiste, c'est pas exactement, on ne propose pas le même métier qu'il avait dit conditionneur. Donc on peut suggérer, l'algorithme peut suggérer d'autres métiers, proches ou non, grâce aux autres variables comme les compétences et peut donner envie aux candidats par exemple de se réorienter vers un autre métier. Et enfin le site évidemment il marche dans l'autre sens pour un recruteur qui cherche un candidat idéal. Pour conclure ce projet, c'était une super expérience de groupe. C'était pas juste du codage, il y avait une vraie recherche, une vraie réflexion sur les approches du jeu de données, du type d'algorithme et sur le rendu visuel aussi. On aimerait remercier les Inch3 de nous avoir aiguillés tout au long du projet, encore aujourd'hui, et aussi VivaJob et IAPO de nous avoir proposé ce projet. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer aux questions. Et oui, on va passer aux questions. Donc j'en appelle aux membres du jury déjà cités et à toutes les personnes qui ont participé à des jurys. Donc les membres de l'association, Sébastien, Paul, Gontran, les membres de CYTech aussi, Peyo, Yannick, Astrid. Et je crois qu'il y a des membres de l'entreprise qui sont présents et qui sont en ligne. Donc Jean-Benoît, déjà cité, Santiago, Lucie et Pierre. Si vous êtes présents, à vous, pour le temps des questions, vous avez 5 minutes. Non, moi je les ai déjà vus. Je n'ai pas de questions, merci. Moi j'ai une question, je les ai pas déjà vus, donc je découvre un peu ce qu'ils ont fait. Quels ont été les challenges techniques sur la modélisation ou sur même l'analyse des datasets en général? C'est quoi les challenges? Alors un des problèmes qu'on a eu par exemple c'était pour les métiers. C'est du coup notre objectif c'était de les catégoriser. Sauf que dans le jeu de données qu'on avait, ça permettait pas de les catégoriser directement avec les catégories qu'avait proposé la codification ROM. Du coup, c'est un exemple où on a dû renommer tous les métiers de la bonne manière, comme le veut le code ROM, pour pouvoir les catégoriser derrière. Donc, tout l'exemple du bon traitement des données pour avoir une bonne analyse derrière. Comme l'avait dit Hugo au début, c'est la partie la plus importante. Et comment vous avez fait pour vérifier que la catégorisation fonctionnait, l'accuracy, comment vous mesurez l'efficacité de vos programmes? C'est visuel, c'est un humain qui regarde et puis qui dit ça marche, vous avez des métriques on a fait des calculs de distance, c'est comme ça qu'on arrive à calculer si un jobber va être correct pour une offre d'emploi, si l'offre d'emploi lui correspond. Sinon après concrètement sur le résultat final, oui on a sorti plusieurs exemples et on voyait si c'était cohérent. Ça nous semblait plutôt très cohérent. Et puis j'ai une dernière question, après je laisse la parole, je suis désolé. Par rapport à des concurrents comme Indeed par exemple ou même le site de Pôle emploi, c'est quoi l'avantage de votre solution? Alors en fait, du coup, c'était ce qui était aussi voulu par l'entreprise, c'est que quand, par exemple, une entreprise cherche des personnes pour un job, on va être beaucoup plus large et on va pas se fier seulement au métier qui avait été mis dans la base de données. On va essayer d'être beaucoup plus large et de chercher et dans les compétences et également dans toutes les variables qui étaient mises à notre disposition. Et donc du coup, on va pas se contenter de chercher, par exemple pour un métier de conditionnaire, une personne qui a déjà fait le métier de conditionneur. On va chercher dans une plus large gamme de métiers et c'est surtout aussi grâce à la classification des métiers, etc. Ok, c'est bon pour moi, je laisse la parole. Et je rebondis justement sur ce point, et effectivement, un petit plus 1 pour l'équipe, pour avoir bien su comprendre par rapport à la problématique de départ que justement on cherchait à faire différemment des autres.
et que le fait d'aller chercher plus dans les compétences et peut-être un peu moins dans les expériences passées était quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Je vais rebondir justement sur ce point. Ce qui m'intéresse éventuellement de savoir, c'est quelle a été votre pondération. Je m'explique. Là, dans vos résultats, par exemple, si on mettait la résultat qui est apparu à l'écran avec les petits points de géologue qui apparaissaient, quelle était l'importance finalement des compétences, puisqu'il y a trois, on l'a vu dans le formulaire, il y avait 3 champs de compétences. Quelle était dans la liste de résultats finaux l'importance des compétences par rapport à la sectorisation géographique ou par rapport à la classification des métiers? Et comment vous avez géré ça de manière un peu plus générale? Alors en fait, pour l'instant, pour de la pondération, on n'y a pas trop. Enfin, c'est facile à mettre en place, mais nous, on n'avait pas réellement les connaissances en fait pour dire on va porter plus d'importance à telle variable. On n'a pas les connaissances pour ça, on n'est pas des recruteurs. Du coup, c'est pour ça que si on veut vraiment pondérer et donner de l'importance ou moins d'importance à des variables, il faudrait avoir une discussion avec des professionnels de ce milieu. Après, par exemple, par rapport à la distance c'est quelque chose, en fait, c'était clairement un oui ou non. Donc si la personne disait qu'elle voulait pas travailler à plus de 40 km, mais qu'on avait une offre à plus de 40 km qui était disponible qui lui correspondait, ça on l'enlève direct, par exemple. Ok, très bien. Parfait, ça répond. Alors, je vois le temps, je me fais mettre du temps aussi. On va avoir le temps pour des questions courtes et sans doute des réponses courtes. On n'a pas eu de questions de Jordi pour l'instant. Yannick? Ouais, moi j'ai une très courte, avec une réponse très courte. Je me demandais, alors c'est pas vraiment un aspect écologique, plutôt un aspect souverain ou éco-responsable, on va dire. Pourquoi vous avez choisi Google Maps plutôt que OpenStreetMap par exemple? C'est pourquoi on a choisi Google Maps. Tu veux répondre ou pas? Ouais, apparemment c'était le plus simple qu'on ait trouvé. Il me semble qu'on avait fait. Donc vous avez essayé les deux et vous avez trouvé plus simple, c'est ça? On en a essayé 2 et la Google Maps c'était plus esthétique, quelque chose comme ça. Vous avez lu toutes les conditions, les petites lignes comme quoi l'application appartient non pas à Tatami mais à Google ou pas? Non, c'est possible qu'on n'ait pas regardé les petites lignes. En fait, pardon, je veux juste faire rapidement, c'est juste que on s'est concentré surtout sur l'algorithme et le site c'était surtout pour mettre en avant les fonctionnalités qu'on pouvait mettre et qu'on mettait à disposition. Une dernière question, une dernière réponse très très courte, très rapide, si un des membres du jury a une question. Comment vous justifiez du coup votre approche écologique dans votre application? En fait, c'est par le fait qu'on n'a pas utilisé du tout de deep learning et aussi par le fait de la vectorisation des fichiers qui les allège. Et du coup, ça allège l'impact sur l'environnement. Merci au Datanimous, merci à tous pour vos questions. Alors, on va les citer: Gauthier, Hugo, Baptiste et au support Victor et Alexia pour cette première équipe. Merci beaucoup, merci à vous. On vous laisse couper vos caméras et vos micros. On passe à la deuxième équipe, l'équipe des loustiques. Baptiste, Ludovic et Oriane. À vous le micro, à vous la présentation. On démarre dès qu'on voit quelque chose à l'écran. Qui prend le dessus? On démarre. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, Bonjour. je vais présenter. Hop. Oui, bon. C'est meilleur. La distance. C'est une pépère. Voilà, est-ce qu'on peut juste me confirmer à l'écran qu'on a bien la diapo qui est présentée, s'il vous plaît? Tout à fait, c'est bon. À vous. Parfait. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes 3 étudiants en master méthode stochastique et informatique pour la décision à l'université de Pau. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vous présente Yasros W2. Qu'est-ce que c'est? Yasros W2 est une intelligence artificielle chargée de recrutement sans biais by les loustiques version 2. Le projet VivaJob, dans sa version 2, émet le besoin d'ouvrir des opportunités de recrutement atypiques à partir de bases de données candidats et recruteurs. Pour cela, on a conçu, développé et mis en production la solution Yasros W2. Voici une planification de la répartition de notre travail sur ce projet à travers ce diagramme de Gantt. Nous allons vous expliquer ces étapes en détail dans la suite. Pour effectuer
Pour notre projet, on a utilisé Python tout le long. Nos scripts ont été conçus sur Jupyter et conservés sur GitHub. Entre autres, nous avons effectué une pipeline qui réalise en partie le nettoyage des données. On rétablit la cohérence des colonnes, par exemple les doublons des villes qui ont été mal orthographiées ou orthographiées différemment, par exemple. Tout ceci nous amène à une nouvelle dimension de nos données. Nous pouvons voir que notre jeu de données est relativement plus petit, ainsi nous gagnerons du temps d'exécution et ceci réduira la consommation de nos algorithmes, la consommation énergétique de nos algorithmes. Ludo va vous présenter la suite de notre pré-processing. Donc, après avoir fait notre grand ménage de printemps au niveau des données, nous avons fait le choix d'entraîner notre modèle sur des combinaisons possibles, sur toutes les combinaisons possibles d'offres d'emploi et de profils clients. Pour ce faire, nous avons fait le choix de faire un produit cartésien des données, c'est-à-dire qu'à une offre d'emploi, on va associer tous les profils présents dans notre base de données, et inversement, c'est-à-dire qu'à un profil, on va lui associer toutes les offres d'emploi disponibles dans notre base de données. Ce qui nous donne en fait une table merge composée d'environ 98 000 lignes et qui est une base de données, on va dire, temporaire et qui représente, chaque ligne représentant les combinaisons, profils et offres d'emploi. C'est écologique ça. Donc nous avons remarqué par la suite que nous sommes dans un problème d'apprentissage non supervisé. Et pour ce faire, nous avons effectué une labellisation. Celle-ci consiste à parcourir toutes les combinaisons mentionnées précédemment et d'identifier toutes les affinités sur des caractéristiques communes, telles que l'intitulé du poste, une compétence soft skills, etc., etc. Le but de cette étape est avant tout de sortir un vecteur qui est une autre variable, on va dire, réponse et qualitative, et dont chaque élément représente la somme des poids liés aux affinités identifiées précédemment. Donc je laisse, ce qui nous donne en fait un problème du coup supervisé. Je laisse donc la parole à Baptiste Bougouin pour vous présenter la suite. Ouais, alors avant de passer dans la suite, c'est bien 498 000 lignes qu'on a obtenues après le produit cartésien. Hop. Alors, au niveau du pré-traitement des données pour la modélisation, au niveau des caractéristiques, on s'est retrouvé avec beaucoup de variables catégorielles. Je prends l'exemple des villes, on va retrouver des catégories Billère, Pau, Lons, etc. Pour traiter ça, on a fait appel pas seulement à Yasseusreuse W2, mais aussi à SLOE V24, en fait, des algorithmes qui sont déjà implémentés sous Python. Là, en l'occurrence, à partir de scikit-learn, on va pouvoir appeler des fonctions telles que le one-hot encoding. Quel est le but de cette opération? Pour la variable ville, en fait, on va décomposer plusieurs variables et on va obtenir des 1 et des 0, des variables binaires. Est-ce que Billère fait partie des caractéristiques de la première observation? Est-ce que Pau fait partie des caractéristiques de la deuxième? Donc on va avoir des tables avec des 1 et des 0. Et en fait, cela va rendre compatible ces caractéristiques sur toutes les variables catégorielles pour faire tourner n'importe quel modèle de machine learning. Et en fait, hop, voilà ce qu'on obtient, ça fait une grande table comme ça. On avait obtenu 498 000 lignes après le merge des données. Eh bien, cette opération rajoute énormément de colonnes, on se retrouve avec 1835 caractéristiques. Il faut savoir que l'opération du one-hot encoding est très coûteuse face à cette quantité de données. Et donc, afin d'économiser sur d'autres opérations, d'autres exécutions, nous avons sauvegardé l'encodeur qui a réalisé cette tâche. C'est-à-dire que sur un nouvel appel d'encoding sur des nouvelles données, l'opération sera effectuée en appelant une sauvegarde et en directement transformant la donnée. Donc ça rentre dans notre démarche éco-responsable à travers de notre solution. C'était pour les caractéristiques. Maintenant, pour la variable réponse qu'a présenté Ludovic, on a donc des valeurs de match. 0 si par exemple on n'a trouvé aucune affinité au sein des caractéristiques. 1, 2, 8, 10, peu importe, des valeurs comme ça. Eh bien, l'idée ici maintenant, ça va être de normaliser ces valeurs-là pour obtenir une variable continue entre 0 et 1. On peut finalement se dire qu'on est avec des probabilités. Est-ce que j'ai la chance ou pas de faire le match sur cette observation-là? Tout ça dans le but de pouvoir obtenir notre modèle et de réaliser la modélisation. Donc on a beaucoup de caractéristiques et d'observations. On a une valeur y qui est une variable quantitative continue. Donc on est dans un problème de régression. À ce moment-là, on a testé beaucoup d'algorithmes, on a fait tourner beaucoup de choses, on a évalué la qualité. Et ce qu'on a obtenu, par exemple, pour le meilleur avec les paramètres qu'on a testés jusqu'à aujourd'hui, ça va être le random forest.
donc sur la métrique du R carré qui obtient une valeur à 0,98. On est plutôt satisfait de ce résultat pour le peu de paramétrage qui a été réalisé dessus. Bien que le Random Forest soit un algorithme très coûteux et un des plus coûteux qu'on a pu tester, là le résultat est affiché surtout par preuve de concept pour montrer que la solution existe. Et par contre, pour justifier un peu la démarche éco-responsable, il faut savoir que le modèle qui a été entraîné est sauvegardé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été entraîné, on ne va pas le réentraîner à chaque fois qu'on va faire une opération. Si on veut prédire un nouveau match entre un client et une offre d'emploi, eh bien, on va directement appeler la sauvegarde, de même que pour l'encodeur. Ça rentre encore une fois dans notre démarche éco-responsable. Voilà, je laisse la parole à Ludo, pardon, excuse-moi. Excusez-moi. Donc pour illustrer toute cette modélisation, on a créé une interface à l'aide de la librairie Dash de Python. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez, un utilisateur lambda, qu'il soit client d'une offre d'emploi ou un profil candidat, peut sélectionner ses propres champs, donc tous les champs qu'on a trouvés dans nos bases de données anciennes, par les catégories violettes. Et pour finir, le modèle va être exécuté sur cet individu-là en question, et on pourra afficher en fait les différentes offres d'emploi ou les divers profils candidats selon un seuil de matching. Donc là, on l'a fixé à 50%, ce qui signifie que nous afficherons que les offres d'emploi ou les profils clients qui ont un seuil de matching supérieur à 50%. Et évidemment, on pourra le faire basculer, le faire changer à notre guise, évidemment. Donc, on va essayer dans l'avenir d'améliorer cette interface-là et d'améliorer aussi le projet en continu. Et je laisse évidemment la parole à Oriane pour nous poser ces questions sur notre futur. Voilà, donc pour la suite, nous avons décidé de continuer notre diagramme de Gantt pour vous proposer les idées de notre projet. Dans un premier temps, nous vous conseillons d'ajouter les fonctionnalités d'iPowerMeter afin de rapidement juger les ressources des algorithmes utilisés. Nous avons essayé de l'implémenter et de l'installer sur nos PC. Cependant, nous avions des petits problèmes de compatibilité matérielle, donc nous n'avons pas pu étudier iPowerMeter. Ensuite, certainement avec les propositions que vous allez recevoir de la part des participants, vous allez peut-être décider de remodeler votre jeu de données et d'ajouter certainement de nombreuses observations. Pour cela, il faudra toucher à la gestion de la base de données. Puis, il serait bien de labelliser les données avec des compétences métiers que vous avez, mais également avec une méthode de crowdsourcing qui consiste à demander l'avis de la foule pour avoir une labellisation qui peut être surprenante pour un recruteur. Ensuite, il faudra tester de nouveaux jeux de données, avec différents modèles et ajuster les hyperparamètres de ceux-ci afin de trouver un compromis entre résultats et consommation des algorithmes. Pour finir, pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à réfléchir à l'interface de l'application et demander à un prestataire afin de vous la développer. Pardon. Je laisse finir Baptiste sur cette présentation. Ouais, pour rebondir sur ce que vient de dire Oriane, on a fait le choix pour ces recherches-là de travailler énormément la partie data science qui est très coûteuse et très technique. On a fait une sorte de présentation, ce qu'a présenté Ludo, l'application, pour avoir un peu d'appui sur notre preuve de concept, mais on a vraiment voulu mettre l'accent sur la partie technique et data science. Et en fait, finalement, Yasrus W2, eh bien, c'est un outil qui est clé en main, c'est-à-dire qu'il est issu de différentes pipelines qui sont facilement paramétrables. On pense notamment à la méthode de labellisation au niveau des affinités. Il suffit d'ajouter une petite ligne pour modifier ces choix-là. Et donc, l'algorithme est clé en main, on vous le confie, on a fini avec Yasrus W2 et ça serait un plaisir de pouvoir continuer dessus. Les cartes sont entre vos mains. Merci beaucoup IAPO évidemment pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup aussi à l'entreprise partenaire Tatami pour toutes leurs réponses à nos questions. Et comme on peut se demander, cet événement est avant tout une sorte de marathon d'un mois. Et dans tout marathon, il y a une sorte de pause fraîcheur. Et cette pause fraîcheur, c'est votre session de questions-réponses dont nous vous invitons évidemment à y participer en posant vos questions les plus pertinentes possibles. Merci beaucoup pour votre écoute en tout cas et votre attention. Merci à tous. Merci à tous les trois. Alors, on a compris que le mot-clé, là, dans les dernières secondes, c'est le mot pertinent. Cher jury, avez-vous des questions pertinentes pour cette équipe qui a fait une présentation, je l'espère, pertinente, mais était-elle complète? Nous vous écoutons pour vos questions. 5 minutes chrono, c'est parti.
Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vois Jordi et vous avez une question. Rapidement, qu'est-ce que vous savez, est-ce que vous savez d'où vient le problème de compatibilité, excusez-moi, avec iPowerMeter? Et du coup, est-ce que vous avez une idée de comment réduire l'impact de votre application? Ouais, alors il faut savoir qu'au niveau de la compatibilité, ça dépend beaucoup du processeur et de la carte graphique qui est dans l'ordinateur. Et nos 3 ordinateurs sont non compatibles puisqu'on tourne avec du processeur AMD, alors qu'il faudrait être sous Intel. Mais on a quand même essayé de trouver un ordinateur, hein, on s'est débrouillé pour avoir quelqu'un qui nous a prêté un ordinateur compatible. Et malheureusement, cette fois-ci, ça venait du fait qu'il tournait sous Windows. Et apparemment, la compatibilité Windows a eu du mal et il aurait plutôt fallu quelque chose sous Linux. Ça, c'est pour la partie compatibilité. Et après, pour réduire la consommation, c'est en fait envisagé dans la seconde partie de projet qu'on a présenté dans la suite. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de mesurer la consommation des algorithmes, c'est vrai que on a essayé de réduire au maximum en enlevant des caractéristiques, en sauvegardant tous les modèles et tous les encodeurs. Mais au niveau des perspectives, c'est surtout autour d'iPowerMeter qu'on aimerait pouvoir évoluer. Donc je repose un peu la même question que tout à l'heure. Donc à le groupe, c'est quoi l'avantage de votre solution, enfin le site web ou la solution que vous proposeriez par rapport à Indeed ou par rapport à un site plus standard de recherche d'emploi? La grande différence, c'est que ça repose donc sur l'intelligence artificielle à 100%, dans le sens où on va proposer des critères d'affinité qui ne sont pas des critères de filtre. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire seulement si j'ai cette condition, je vais proposer le match. Donc tout est paramétrable et paramétrable facilement. C'est-à-dire que si jamais on a une anecdote de telle personne, c'est vrai qu'avec cette compétence, elle pourrait être très opportuniste sur tel travail, il suffit d'apprendre à l'algorithme que la situation existe pour qu'il la prenne en compte et qu'il ne soit pas biaisé par des simples critères métiers. Donc ça repose fondamentalement sur l'intelligence artificielle. Après, je ne sais pas si Indeed ou d'autres plateformes aujourd'hui ont cette méthode-là. Si c'est le cas, non, on n'aurait pas innové. Non. Et le challenge principal donc, que vous avez dû résoudre, c'est quoi? C'est dans les modèles, dans l'analyse de données, dans le fait que c'était non supervisé, enfin tel qu'au départ, et que vous avez dû le transformer en algorithme supervisé. C'est quoi la grosse difficulté? Je pense que la grosse difficulté, ça a été peut-être le pré-traitement des données. C'est vrai que le choix des caractéristiques, au début, on pensait un petit peu avec un avis métier et on s'est un peu enfermé là-dedans. Au final, on s'est gardé l'ouverture complète sur toutes les variables en justement se rapprochant le plus possible de la problématique, rester générale. Même si ça n'a pas empêché qu'il y ait des colonnes, ce qu'a dit Aurélien tout à l'heure, avec des doublons dans l'orthographe, quelque chose de mal orthographié qui avait finalement la même valeur et qui allait piéger dans l'encodeur. Donc on a beaucoup analysé ces données-là en entrée. On a par contre supprimé par exemple le nom, le prénom et le sexe pour enlever déjà les problèmes avec la CNIL. On veut pas de problème avec la CNIL et ne pas biaiser l'algorithme avec des décisions comme ça. Donc beaucoup de réflexion, oui, plus sur la manière de penser plus que sur la technique finalement. Thomas, ton micro coupé. Président, on vous écoute. Président Lousteau. Oui, on a une question ici. Est-ce que vous pouvez préciser comment vous avez labellisé les 500 000 données? Alors, l'idée est donc, on a mis des petits critères qu'on a fait à la main, qui sont paramétrables. Donc, c'est des critères qui sont là uniquement pour faire une preuve de concept. Donc, par exemple, si jamais la personne cherchait un poste à Pau et que l'offre était à Pau, dans la combinaison, ça allait ajouter un petit poids de 0,1, ou enfin non, au début c'était des entiers, donc ça allait ajouter un +1. Pareil sur le métier qui est recherché par rapport au métier décidé. Donc, en fait, finalement, à l'heure actuelle, le modèle est très métier et il est très filtre finalement. Mais la labellisation, c'est parcourir les lignes, parcourir les colonnes, et sur ces colonnes-là, quand il y a une affinité, ajouter un poids sur la variable réponse. Voilà. Qu'est-ce qu'il a appris, votre algorithme, alors? L'algorithme a décelé justement les poids qu'on a attribués. C'est-à-dire qu'il a été capable de faire des liens qui, sur 1800 colonnes et 500 000 lignes, qu'à la main, on prendrait un temps fou à faire. Finalement, notre grande problématique aussi, ça venait de cette labellisation qu'il a fallu inventer, en fait. Et donc, on a un modèle d'intelligence artificielle qui dépend de la labellisation qu'on va lui donner. C'est une évidence. Et c'est pour ça qu'on compte sur le crowdsourcing, puisque nous, avec un regard étudiant et quelques idées métiers, on a labellisé d'une certaine manière, mais peut-être que la foule et les anecdotes pourraient apporter justement
ce qui manque à notre modèle aujourd'hui. Ok, merci. On part sur une dernière question pour les membres du jury qui n'auraient pas pris la parole encore. Peut-être une question, du coup, vous avez essayé plusieurs algorithmes et vous avez utilisé un random forest, si je me rappelle, il vous donnait les meilleures performances. Mais est-ce que du coup, vous avez pensé à l'explicabilité que l'entreprise Tatami aura besoin, ou les candidats auront besoin pour justifier les réponses de l'algorithme? Ouais, c'est une très très bonne question et on tenait à pouvoir justement proposer cette caractéristique dans notre solution. En fait, on a accès aux shape values avec la random forest qui permet notamment d'analyser toutes les caractéristiques qui ont été influentes dans le choix de la décision. Donc heureusement pour nous, le random forest fait partie des algorithmes de régression compatibles avec la méthode des shape values. Donc oui, on sera en mesure d'expliquer les caractéristiques qui ont permis de prendre la décision. Merci Baptiste et merci donc aux autres loustiques, Ludovic et Oriane. Merci pour vos réponses. Je vois qu'il y a déjà des discussions entre les membres du jury, donc ça parle beaucoup, mais ça parle pas encore assez parce qu'on n'a pas vu toutes les équipes. Donc je vous laisse couper vos écrans, voilà, couper les caméras. Apparition des Teddy Winners, ils sont nombreux, c'est l'équipe qui décide de faire du pitch collectif. Ils vont être 7-8, peut-être un peu plus encore à prendre la parole. Ils viennent d'apparaître à l'écran. Vous avez 10 minutes. À vous de jouer les Teddy Winners. Ok, alors vous me direz si vous voyez bien l'écran. Ça marche. Ok, parfait. Tout le monde est prêt? Yes. Bon, en avant les Teddy Winners. Alors bonjour à tous, donc avec Joanne Coutier, nous sommes tous les deux étudiants en dernière année en intelligence artificielle à Civitech et on a supervisé une équipe superbe d'ingénieurs deuxième année et ils vont vous présenter le projet. C'est ça, ouais. Donc place maintenant à notre équipe, nos petits poulains. Donc je laisse la parole à Ryan pour commencer, puis pour que l'équipe vous explique un petit peu ce qu'on a pu faire, le fruit de notre travail acharné pendant ce mois de mars. Donc à vous la parole. Merci Joanne, merci Lucas. Alors bonjour à tous, nous c'est l'équipe des Teddy Winners. Alors aujourd'hui on va vous présenter la solution qu'on a élaborée afin de répondre aux besoins de l'entreprise Tatami, qui pour rappel est de faire matcher, se rencontrer le candidat idéal avec l'employeur optimal, pour reprendre les mots d'entreprise. Notre travail à nous, ça a été d'implémenter une solution qu'on a construite autour de l'intelligence artificielle afin de trouver des critères supplémentaires pour ce matching auxquels l'entreprise n'avait pas pensé et également lier les compétences à pourvoir qu'on trouvait chez un jobber à un projet d'activité qu'on peut retrouver et qui a été proposé par une entreprise. Alors notre présentation elle va s'articuler de la manière suivante. Dans un premier temps, on va voir les données et les opérations qui ont été nécessaires d'effectuer afin de pouvoir les utiliser. Ensuite, on va poursuivre avec le clustering ainsi que le scrapping des données. On continuera par une démonstration de notre produit pour vous montrer concrètement ce sur quoi nous avons travaillé. Et on conclura sur l'aspect écologique de nos solutions. Donc pour la partie data, nous allons commencer par analyser ces dernières afin de bien se familiariser avec, les comprendre au maximum et ainsi avoir une réelle vue d'ensemble. Ensuite, on a donc procédé à une étape de traitement des données pour au final construire notre base de données et se pencher sur l'importance et la pertinence aussi des variables impliquées dans nos modèles mathématiques. Nous avons donc étudié distinctement nos variables selon leur type, à commencer par celles quantitatives. Vous pouvez donc observer quelques statistiques descriptives avec notamment la comparaison du temps de travail normalisé proposé par le client avec celle demandée par le jobber pour leurs fichiers Excel correspondants. Vous pouvez donc remarquer que 355 des 499 clients proposent un travail à temps plein, donc à 100%, pour leurs offres d'emploi, et que 679 des 999 jobbers correspondent à leurs attentes. De plus, la transformation de certaines données qualitatives en quantitatives, comme les villes en longitude, latitude par exemple, nous était absolument nécessaire dans le but final de vectoriser chaque client et jobber pour les rendre intercomparables et donc compréhensibles par l'ordinateur. Ensuite, pour les données qualitatives, nous avons également extrait quelques statistiques concernant la fréquence d'apparition de certaines valeurs. En effet, donc, vous pouvez voir que les clients proposent du travail dans 154 villes différentes, dont celle d'Orthez qui apparaît 53 fois. On a aussi l'information que les clients proposent 120 métiers distincts avec de nombreux postes à pourvoir, pour le métier de manutentionnaire notamment, qui apparaît 62 fois en tout. Des workloads aussi qui mettent en évidence les compétences les plus demandées par les clients, donc comme la ponctualité ou la créativité, et également les caractéristiques des jobbers.
Donc afin de compléter notre phase de préparation des données, nous avons évidemment eu besoin de renommer, regrouper ou encore supprimer certaines variables. Il était également essentiel de sélectionner des données comparables parmi celles transmises pour le matching. Par exemple, la rémunération proposée par le client avec celle demandée par le jobber. On a donc réfléchi à un système de pondération, un classement, pour pondérer l'importance de chaque variable et donc pour obtenir notre pourcentage final de matching entre jobber et client. Vous pouvez donc enfin observer l'organigramme de conception de notre base de données avec, après toute cette chaîne de préparation de données. Donc elle comporte 4 tables. D'un côté, on a les clients et les jobbers, et de l'autre, on retrouve les différents métiers contenant les compétences requises, ainsi que la localisation avec les latitudes, longitudes, pour pouvoir déterminer une distance entre les clients et les jobbers. Donc enfin, pour un matching efficace, on cherchera donc à trouver une faible distance entre ces deux entités. Donc, la solution que nous vous proposons est sous forme d'API, donc afin de pouvoir l'intégrer facilement dans une application existante. Elle est développée en Python et utilise le framework FastAPI. Donc, afin de répondre au mieux à la problématique, nous avons décidé d'utiliser la technique du clustering pour regrouper les métiers dont les compétences requises présentent des similitudes. Le clustering est une méthode non supervisée permettant de regrouper entre eux les éléments qui présentent des similitudes. Donc, pour vectoriser les données, nous avons utilisé la méthode TF-IDF qui permet de transformer les données en fréquences améliorées d'apparition afin d'extraire les termes les plus importants du corpus. Donc il y a donc eu un important travail de pré-processing afin de récupérer des résultats intéressants. Ensuite, l'algorithme de K-means réutilise ces termes pour créer des clusters. Donc, nous avons vite constaté que si on voulait un matching fin, les données qu'on avait n'étaient pas suffisantes. Pour pallier ça, nous avons décidé d'ajouter une phase de web scraping qui permet de récupérer les compétences requises pour chaque métier. Ensuite, le clustering est fait à partir de ces compétences scrappées. Donc, le web scrapping permet à un programme informatique de récupérer des informations sur le web. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons profité de la pertinence des résultats retournés par le Google Search Engine pour récupérer ces informations qui sont ensuite traitées et simplifiées par une phase de pré-processing en vue du clustering. Donc ici, pour un manutentionnaire par exemple, le programme récupère les informations que vous voyez en toit en bleu, et à côté, vous voyez ces mêmes données après le pré-processing. Donc, comme vous l'avez vu, il y a une table de métier dans la base de données, et donc lors de la création d'un jobber ou d'un client, si le métier renseigné n'existe pas dans la base de données, alors le programme va faire exactement cette recherche, va scraper ces informations en bleu en tant que chaîne de caractères, et ensuite le pré-processing intervient pour extraire uniquement les termes les plus pertinents et sauvegarder le nouveau métier ainsi que les compétences qu'il requiert dans la base de données. Donc, le schéma du matching se présente comme suit. Comme on a parlé Matisse, chaque catégorie de matching renvoie un pourcentage de match. Le pourcentage de match total est donc la moyenne pondérée de chaque catégorie. Les pondérations sont ajustables si besoin. Donc, tout d'abord, on a une phase de clustering des métiers dans la base de données par similitude. On peut ensuite calculer la distance entre les clusters et d'ores et déjà éliminer les éléments les moins pertinents. Ensuite, nous pouvons éliminer les clients et jobbers dont la distance ne correspond pas à la distance maximale renseignée par le jobber. Puis, le matching se fait sur les dernières catégories. Par ailleurs, l'application a été conçue de manière à pouvoir simplement ajouter des catégories si nécessaire afin d'affiner encore plus le matching. Donc, il est maintenant temps de vous présenter un aperçu graphique de la solution que nous avons implémentée. Alors, pour donner un aspect beaucoup plus visuel à notre solution, nous avons décidé de faire une application web. Donc un site qui sera simple et efficace, et qui va surtout répondre aux besoins de visualiser et comprendre les données, plutôt que d'essayer de les afficher toutes dans un document. Donc il y a 2 pages en particulier qui sont intéressantes, à savoir jobber et client. Les 2 présentent une liste, donc on a la liste de tous les jobbers qui sont dans la base de données, par un appel d'API. Donc c'est une liste qui est dynamique, on peut faire une recherche, que ce soit par ville, que ce soit un nom, par exemple on a les Cyril, et on peut aussi trier, on a les ID, on a les salaires, tout ce qui est triable. Mais le plus intéressant reste du coup de cliquer là sur un des jobbers
et on aura les résultats de notre matching, donc l'algorithme qui tourne derrière. Et par exemple, le meilleur client pour Loïs Mounolu va s'afficher et on aura avec un radar chart et la personne qui a le meilleur match. Donc là, en l'occurrence, Asma Brignoli, avec un score de 86%. Et à gauche, on voit le radar chart. Donc en fait, on a 6 matching infos, à savoir qualité de job, compétences ou encore temps de travail, télétravail. Toutes sont notées entre 0 et 100. Et ça permet d'avoir un résultat assez global. On a aussi quelques informations, la ville, le nom du job, le type de contrat. Mais en plus, on a aussi un tableau en bas de page qui nous donne les 25 meilleurs matchs. On a décidé de limiter à 25 dans un premier temps. Et donc, on a les matchs en fonction du pourcentage et du score global. Donc, si on va sur client, on a exactement la même chose, mais du coup, pour le vis-à-vis, donc les jobbers, on va avoir une réponse, de nouveau un radar chart et les infos dont on a besoin pour... là, on voit par exemple que Cynthia est le meilleur match pour pour Margarado Lucaso. Donc le petit truc, la petite amélioration, ce qu'on aurait pu améliorer, serait mettre un form pour ajouter jobber ou client. Malheureusement, ça demandait trop, ça s'éloignait du besoin, donc on a préféré éviter, mais tout est déjà en place. Et c'est pas très, ça ajoute des requêtes et il faut penser à l'écologie. Mais l'écologie, c'est JP qui va vous en parler. En effet. On va en parler rapidement, JP qui va en parler rapidement. Sur l'impact environnemental de notre solution, l'évaluation peut se faire sur 2 points, l'application et l'infrastructure. Sur l'application, notre solution fonctionne bien sans avoir besoin d'utiliser de GPU, donc on évite une grande consommation d'énergie là-dessus. D'autre part, on utilise des librairies standards qui sont donc optimisées et qui permettent de moins consommer. D'un point de vue infrastructure, la sobriété est très corrélée à l'efficacité énergétique de l'infrastructure, la limitation des transformations de tension dans un data center, et donc on recommande l'utilisation du cloud provider Clever Cloud qui propose une infrastructure dite hyper convergée, qui colocalise le calcul et le stockage pour limiter la latence réseau et la perte d'énergie en chaleur qu'il peut y avoir lorsque chaque serveur a sa propre alimentation. D'autre part, on s'appuie également sur les baies de stockage de nouvelle génération par la startup Calray, qui utilisent des SSD NVMe qui permettent de limiter la consommation d'électricité puisqu'ils sont moins consommateurs en énergie que des disques tournants classiques. Finalement, l'électricité étant majoritairement décarbonée en France, nous recommandons un hébergement en France de l'application et des données. Donc pour conclure, Tatami lui demandait donc de développer une solution qui permet à un jobber de pouvoir trouver une offre liée à ces différentes caractéristiques. Et donc avec notre solution, nous proposons un matching à la fois pertinent et efficace à l'aide des différents algorithmes de clustering. Et en plus, nous sommes adaptés à des problèmes de données comme le système de web scrapping. Sur le plan écologique, nous sommes applicatifs à la solution aussi. Très rapide, très rapide. Allez. On va le montrer Jean-Baptiste. Aussi la mise en forme sous forme d'API permet une utilisation assez simple par l'entreprise. Donc voilà, maintenant on est prêt à répondre si vous avez des questions. On va les bâcher du coup. Merci à vous tous, merci pour ce travail collectif. Je noterai juste les 48 secondes du tout début qui n'ont pas présenté la solution et que vous avez pu gagner à la fin. Donc attention, présentation trop longue pour la dernière équipe, juste pour dire on est les meilleurs, on a bien bossé. On peut passer. Aujourd'hui, le client veut tout savoir de vos algos. Je demande au jury ou au client de poser des questions à cette équipe. Et vous pouvez peut-être retirer l'écran pour qu'on se voit de façon un peu plus... J'ai une question sur le front, une question un peu différente. Quels sont les technos que vous avez utilisés pour le front? C'est du React, du Vue.js, c'est du Vue.js, avec Quasar, pour du coup le tableau par exemple. Et les scores que vous affichez, ils sont précalculés ou alors vous les calculez en live? Alors c'est un appel d'API qui va du coup appeler l'API dans le back et l'API va retourner les matching infos. Donc c'est dynamique oui, mais ça se fait sur un appel d'API. Est-ce que vous saviez que vous aviez un logiciel mis à disposition pour mesurer la consommation de votre solution plutôt que sortir des incantations vagues? Alors on le savait, mais on a décidé de ne pas l'utiliser pour une raison assez simple en fait. C'est que l'infrastructure, enfin le laptop sur lequel on va aller faire le test, c'est pas ça qui va tourner en production. Et donc en fait, on considère que c'est le boulot du cloud provider de gérer la partie environnementale en fait et de s'assurer que, c'est dans le choix en fait, dans la mise en production que va intervenir les choix de numérique responsable.
Là où nous, on peut très bien tester sur notre laptop que ça consomme pas beaucoup, mais en fait, on ne sait pas ce que ça va représenter sur un processeur de serveur qui va avoir tout un set d'instructions plus optimisé, etc. Donc en fait, on ne peut pas évaluer précisément ce que ça va représenter dans un contexte de production, parce qu'en fait, un serveur et un laptop, c'est beaucoup trop différent. Enfin, selon nous. Ouais. Ok. D'autres membres du jury? Alors moi j'ai une petite question, vous parliez au départ de choix que vous avez dû faire dans la base de données, peut-être par rapport à la data qui vous était fournie. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu plus de détails quant à ces différents choix que vous avez fait sur la data originale? Oui, un peu plus de détails sur les choix des données qu'on a. Il y a deux parties. La partie vraiment API qui permet d'ajouter des clients qui récupèrent toutes les données qu'on avait dans les fichiers Excel. Et ensuite la partie traitement des données. Donc là où on filtre les données nécessaires. Et donc, alors, j'ai plus le partage d'écran, mais avec la pipeline, on voit les catégories qui ont été utilisées pour faire le matching, et donc ce sont ces informations-là qui ont été récupérées, utilisées pour faire le matching. Ok, très bien, merci. Une dernière question. Oui, moi, j'aurais bien aimé savoir pour les cabines, comment vous avez choisi le nombre de clusters? Avec la méthode du coude, on calcule l'erreur, et on détermine au niveau du coude. Au niveau du coude, on récupère le nombre de cas optimal, donc de clusters optimal comme ça. Merci. Si vous avez une dernière question, vous avez dépassé un tout petit peu, donc si vous avez une dernière question très courte ou rapide pour l'équipe des Teddy Winners, on s'arrête là. Oui, une autre, allez-y. Avec votre solution, si Jean-Michel Boucher, informaticien, cherche du travail, il va trouver quoi comme travail? Jean-Michel. Alors, c'est pas déterminé. C'est pas déterminé. C'est-à-dire que le clustering ne rend pas tout le temps les mêmes clusters. Donc, on a fait le choix de faire le clustering à chaque requête pour pouvoir justement ajouter un peu au cas où un cluster n'est pas, une méthode de clustering n'est pas bonne, si on le refait, par exemple, on peut avoir des résultats un peu différents et qui sont aussi intéressants et qui peuvent donner d'autres résultats qui peuvent nous intéresser, alors que si on l'avait fait la fois d'avant, par exemple, n'aurait pu ne pas nous intéresser. Mais la question, c'était plutôt quand tu as un nom de famille qui est un métier. Il n'y a pas de problème, parce que ça, lors le web scrapping récupère juste les cases métiers, et après, le clustering se fait à partir de ces métiers-là, et donc les noms, dans tous les cas, sont enlevés lors de la phase de matching. Donc, dans tous les cas, les noms ne rentrent pas en compte. Ni le genre, etc. Merci au jury de ne pas avoir un deuxième niveau de lecture dans les questions. Soyez clairs et précis pour nos équipes. Comme ça ira plus vite dans les réponses. Merci Paul pour cette réponse. Merci à tous les Teddy Winners. Lucas, Johan, Ryan, Mathis, Paul, Dorian, Jean-Baptiste et Jules. Merci à tous. On passe à la dernière équipe. Merci de bien couper vos micros et vos vidéos. Dernière équipe, les zinzins de l'Estrie. Ils sont là, ils sont tous là. Bonjour. À vous de jouer, 10 minutes. On essaye de ne pas dépasser. Vous aurez le temps des questions qui viendra juste après. À vous, donc le partage d'écran, j'imagine, et le début du chrono quand vous prenez la parole après partage d'écran. Vous m'entendez bien? On t'entend bien et ça marche. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous, tout d'abord. À l'heure actuelle, il est toujours compliqué de trouver des offres d'emploi qui nous conviennent réellement. Et nous devons remédier à ce problème, autant pour les chercheurs d'emploi que pour l'équipe RH.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre solution que l'on a conçue avec toute l'équipe des Investis et dans le cadre de la Battle Nouvelle-Aquitaine. La Battle a été prise très au sérieux parce qu'on aime bien se challenger et ce n'est pas le premier Data Challenge pour certains d'entre nous. Donc dans l'équipe, comme vous pouvez le voir, on est très nombreux et pour les présentations, on retrouve 3 Inge 3 qui sont occupés du management tout le long du projet, notamment avec des réunions régulières et un suivi via Trello. Nous avons 4 Inge 2 en spécialité informatique qui se sont occupés de la partie green, de l'interface et de l'amélioration du code. Et enfin, 3 Inge 2 en spécialité mathématique qui se sont occupés du premier jet du code de matching, de l'analyse du dataset et de la détermination du modèle afin d'obtenir le pourcentage final. Ainsi, nous allons voir durant cette présentation toute la réflexion pour mettre en place notre solution avec l'analyse de la data mise à disposition, les apports écologiques que nous avons apportés ou envisagés, les différents axes d'amélioration et enfin une magnifique démonstration de notre solution. Alors soyez attentifs jusqu'au bout. Et alors, pour donner un peu plus de contexte au projet, il faut savoir qu'il est proposé par Tatami et ils nous ont donné une problématique bien précise, matcher le candidat idéal avec l'employeur idéal. Ainsi, maintenant nous allons passer plus en détail sur le contenu de ces jeux de données et comment nous les avons reliés ensemble. Les datasets contiennent parfois des informations très similaires comme le type de mission proposé pour le client et le type de mission recherché pour le jobber. Donc pour le matching de ces informations, c'était très simple puisqu'elles sont très semblables. Et bien évidemment, on ne s'est pas arrêté là. En effet, on a poussé la réflexion un peu plus loin et par exemple, on a réfléchi à divers critères, comme par exemple pour le type d'entreprise où on a une information concernant le dernier type d'entreprise fréquenté. On peut se dire qu'une personne qui a déjà travaillé dans une grande entreprise arrivera plus facilement à s'adapter dans une grande entreprise plutôt que dans une start-up où le mode de fonctionnement est bien différent. Nous allons donc préférer les candidats voulant travailler dans une grande entreprise et d'autant plus ceux qui ont déjà travaillé dans ce type d'entreprise. Et on a aussi mis en place un système de calcul à distance à vol d'oiseau pour la localisation entre le logement du jobber et l'entreprise. Donc voyons maintenant le modèle que nous avons établi. En effet, il nous faut un moyen de pouvoir classer les différents candidats avec leurs offres idéales. Pour ce faire, nous avons établi un coefficient d'importance pour chaque critère que l'on appelle un poids. Nous en avons sélectionné 13 au total. Pour chacun de ces critères, nous avons fait une fonction qui nous renvoie un nombre selon le taux d'adaptation aux critères, c'est-à-dire si cela correspond bien à ce qu'il recherche, que l'on a ensuite multiplié par un poids global à la fin. À la fin, nous additionnons tous ces poids pour former le pourcentage de matching. Afin d'améliorer notre modèle et sa précision, nous avons établi des poids intermédiaires, c'est-à-dire des poids au sein même de la fonction, qui vont permettre de différencier plusieurs cas de figure et affiner notre modèle, surtout. Et on peut prendre l'exemple précédent avec le type d'entreprise et mettre un poids global fort si cela correspond à ce qu'il recherche et un point intermédiaire fort si c'est ce qu'il a déjà expérimenté. Pour conclure notre explication sur la data, nous avons dû classer les poids par ordre d'importance. N'étant pas expert des ressources humaines, on a une idée, on s'est mis dans la peau d'une personne qui recherche un emploi et son mode de pensée. Donc par exemple, moi je voudrais un stage pour cet été dans la data, dans une start-up, mais j'ai un peu peur que le salaire il ne suive pas. Donc ici on peut voir d'abord que nous pensons à la mission et au contrat, puis ensuite au type d'entreprise et finalement au salaire. On a fait cet exercice chacun de notre côté et ensuite on a regroupé nos informations. Ces poids étant sujets à des modifications par des experts, nous avons fait en sorte qu'ils soient modulables facilement dans notre code. Mais surtout, nous avons ajouté une fonctionnalité sur l'interface que nous avons mis en place qui permet au jobber de donner une importance à ces divers poids selon si votre jobber lambda préfère vraiment un critère plutôt qu'un autre. Je vous laisse découvrir ça à la fin. Pour l'heure, je laisse la parole à mon camarade Antoine qui va vous parler de la partie green du projet. Donc nous voici à la partie green matching, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'écologie dans le projet. Tout d'abord, il faut savoir que le numérique est environ responsable de 4% des gaz à effet de serre. Et parmi ces 4%, on a à peu près la moitié donc, qui est due à l'équipement, un quart qui est dû aux infrastructures réseau et le dernier quart au data center. Pour pallier à cela, nous avons donc trouvé des solutions dans chacun de ces domaines. Pour ce qui est des solutions utilisées, après avoir commencé avec le langage de programmation Python, donc très utile pour faire du traitement de données, nous nous sommes dirigés vers du C, qui est un langage beaucoup plus optimisé, et avons laissé donc le Python comme prototype. Puis nous avons utilisé un algorithme de tri de complexité linéaire pour limiter le temps de tri, ce qui est donc moins énergivore.
Après, donc pour éviter que les données se rechargent à chaque fois, nous avons mis en place un cache pour stocker le résultat du client et ainsi le recharger tel quel si aucune modification n'a été faite, au lieu de recharger encore une fois toutes les données. Et enfin, nous avons aussi utilisé un Raspberry Pi pour le back-end de notre site pour pouvoir évaluer la viabilité du côté écologique. Ils ont réfléchi quand même. Et d'après nos essais, du coup, le Raspberry Pi n'a pas eu de problème à faire tourner le site, ce qui montre bien que notre solution a un faible coût. Donc ici, sur cette diapo, nous pouvons voir donc, des tableaux qui représentent en fait les différences de consommation d'énergie, de temps et de mémoire. Et donc on peut voir ici par exemple que le C est beaucoup plus optimisé que le Python et notamment 75 fois moins énergivore. Il faudrait qu'il dise sa source là. Donc enfin nous avons aussi réfléchi à des solutions qui pourraient apporter une plus-value au côté écologique de ce projet, mais sur lesquelles nous n'avions pas vraiment d'impact immédiat. Donc comme par exemple la possibilité d'héberger le site sur une plateforme d'hébergement écologique. Il y a aussi la possibilité d'héberger nous-mêmes le site en utilisant de l'énergie verte, mais dans ce cas, nous devrons partager nos serveurs, car comme ils ne seront pas utilisés constamment, autant les mettre à disposition à quelqu'un d'autre, afin d'éviter un gaspillage d'énergie. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser des appareils labellisés Green. On a un gros jury, donc ici, on a aussi les sources du coup utilisées pour le Green Matching. Donc je vais maintenant vous présenter les possibilités d'amélioration d'un point de vue général. Donc les deux premiers points d'amélioration concernent le NLP. Et pour commencer, nous avions pensé à l'utilisation d'une comparaison sémantique des compétences, c'est-à-dire étudier le sens des mots. Regrouper des mots autour d'un même thème, comme par exemple quelqu'un qui mettrait sur son CV esprit d'équipe et une autre personne qui mettrait travail de groupe, afin de laisser plus de choix. Et ainsi, à partir de là, pouvoir récupérer plus facilement des données à partir d'un CV. Et donc ce qui rejoint le deuxième point. Une personne aurait la possibilité sur le site du upload son CV et ainsi automatiquement faire des recherches de compatibilité avec des offres d'emploi et pouvoir trouver ce qui lui correspond. Pour finir, nous pourrions récupérer des labellisations d'emploiement, c'est-à-dire de récupérer quel employé parmi ces candidats a été choisi par un employeur. Ainsi, ces données permettraient d'entraîner un réseau de neurones pour établir des points d'importance pertinents. Et donc, je vais laisser la parole à Victor qui va vous faire la démonstration de notre interface. Du coup, normalement, là, vous pouvez voir le site. Donc ça, c'est une interface qu'on a faite pour illustrer notre exemple. Donc ici, on se trouve dans le cas de Moulay. Donc en fait, Moulay, c'est une personne qui rechercherait un travail. Donc elle passerait dans sa vie énormément de temps à parcourir les divers sites de recherche d'emploi sans jamais trouver, passer énormément de temps à trouver un job qui lui correspond vraiment. Grâce aux zinzins. Et un beau jour, elle va tomber sur la plateforme Viva Job. Et ça va complètement changer sa manière d'aborder la recherche d'emploi. C'est un peu comme les loustiques. Donc ici, quelle information on affiche sur notre site. Donc on peut voir le nom, prénom, les préférences. Donc là, cette personne désirerait être chauffeur poids lourd avec un salaire de 2200 € par mois. Elle habiterait à Feuille de l'Escar. Par contre, on peut aussi voir qu'elle est prête à déménager pour son emploi. Et donc ici, on peut bien voir tous les jobs qu'on a trouvés pour elle. Donc ici, on a trouvé un job qui est à 22 km de chez elle, pardon. On en a bien un autre qui est à 28 km. On a des chauffeurs en télétravail, c'est pas particulier, mais c'est lié aux données. Et enfin bon. Et on a également la possibilité de paramétrer les informations. Donc si on regarde là, le premier résultat qui nous sort, c'est un résultat à 1950 € par mois en fait. Sauf que si elle décide d'avoir une importance très importante pour le salaire, elle peut ici sélectionner le salaire en tant qu'important. Ça va être mieux. Elle lance une nouvelle recherche. Et là, on trouve que le premier résultat, maintenant, c'est plus 1950, c'est 2100 €. Donc un prix, un salaire plus élevé. Mais du coup, on a privilégié le salaire à la distance. On peut voir ici également qu'on a une ville qui est de Mont, qui a un travail qui est à 500 km de chez elle. Donc ça peut paraître étonnant, mais en fait non, parce que comme elle l'a précisé dans ses informations, elle est prête à déménager. Du coup, on a quand même pris en compte les jobs qui sont loin de chez elle pour pouvoir pour les proposer. Et ensuite, on peut également cliquer sur en savoir plus sur ce job pour avoir plus d'informations sur le métier. Donc ici, on a l'entreprise, etc.
Et ben, du coup, je vais conclure. Donc, pour conclure, c'est ce qu'on a fait durant le Data Challenge. Et Oui. Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Ça, c'était de la conclusion rapide. Merci beaucoup. Merci Benoît, Antoine, Victor, Mathilde, Jenna, Maxime, Axel, Maël, Charles. Vous respectez le temps. On vous remercie. Il reste donc 5 minutes pour les questions du jury. Well done. Jury, c'est à vous. Alors, moi, j'ai une petite question qui est plus finalement une remarque, mais vous allez pouvoir peut-être développer un peu dessus. La présentation était très bien. Je dénote simplement par rapport à une stratégie qui, comme vous le savez, on est aussi une entreprise. Donc, on a forcément une stratégie qui est une stratégie business également. Et l'un de nos principaux clients dans tout ça, ce sera justement le client, c'est-à-dire l'entreprise cliente qui va accueillir les candidats. Or, dans votre présentation, c'est à mon sens, peut-être que je me trompe et vous allez pouvoir répondre là-dessus, c'est très orienté sur la recherche à partir du candidat en tant que tel. Assez peu de choses finalement sur ce qui va être le même positionnement côté entreprise, c'est-à-dire le recruteur dans l'entreprise qui va faire une recherche de profil. Ça, je l'ai assez peu vu dans votre présentation, donc peut-être est-ce que vous pouvez un peu détailler sur l'autre aspect, l'autre versant de la... Et bien alors du coup, là on a fait exprès de se concentrer uniquement sur la partie jobber pour l'interface du site, mais le code est également capable de nous renvoyer l'inverse, c'est-à-dire les métiers, les jobbers qui correspondent à un métier particulier. Mais là c'est juste pour la démonstration, c'est dit que se concentrer sur uniquement une partie, ce serait plus pertinent. Ah oui, c'est les... Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage de votre écran? Ah oui, pardon. On passera en écran général, merci. Donc pour répondre à Jean-Benoît Cortier, apparemment, l'effet miroir, on a vu pour les chercheurs d'emploi, peut être fait pour les entreprises. Une autre question du jury. Oui, j'ai une question sur la partie business plan. Et puis, vous dites que la plateforme va changer la manière de rechercher un emploi. En quoi ça va changer la manière de rechercher un emploi? C'est quoi la caractéristique qui fait que ça va changer? Par rapport à Indeed, par exemple, tout à l'heure. Je ne peux pas faire de la pub sur Indeed, mais c'est voilà, un benchmark, en fait. Non, alors du coup, effectivement, là, l'objectif, c'est, comme on l'a dit dans un premier temps, on a un algorithme qui nous fait le matching en fonction des différents paramètres que la personne peut choisir. En sachant que ces paramètres sont évidemment modifiables parce que nous, on n'est évidemment pas forcément très qualifiés pour avoir choisi les meilleurs poids, mais ils sont changeables très facilement. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, donc le jobber ainsi que l'entreprise, a la possibilité de paramétrer via les... donc là, sur le site, il n'y avait que 11 points de paramétrage, mais en réalité, on en a... non, pardon, sur le site, on en avait 6, mais en réalité, on en a 13. Voilà, ça permet vraiment de faire une recherche plus personnalisée en personnalisant les propres poids que chacun veut. Et c'est pas juste une case où on coche, c'est vraiment faible, moyen, fort. Déjà, on trouvait ça, c'était une fonctionnalité simple, mais pourtant pratique, dans le sens où on peut mettre plusieurs paramètres forts et pas se focaliser que sur un paramètre. Ce que, en tout cas, dans nos recherches, nous n'avons pas retrouvé. Et j'ai une deuxième question, peut-être plus technique. S'il n'y a pas de matching exact sur l'intitulé de la recherche d'emploi, comment vous vous assurez qu'un chauffeur de taxi ne va pas tomber sur des annonces de chauffeurs de poids lourds? Alors justement, on a le cas dans les données avec une personne qui cherche à être agent d'administration, un truc comme ça. Et en fait, on n'a aucun job qui lui corresponde. Donc on s'est dit que plutôt que de lui renvoyer aucun résultat, on allait lui renvoyer des résultats qui correspondraient plus aux différentes... donc au type de contrat, au salaire, au temps de temps de travail, type d'entreprise, etc. Mais dans le cas où on n'a aucun job qui correspond à la demande, en fait, on affiche quand même des résultats, mais beaucoup moins, avec un pourcentage bien moins intéressant. D'autres membres du jury, peut-être? Côté du président de l'IAPO. Voilà, peut-être la même question pour être équitable. Vous avez montré que, avec des chiffres d'un article scientifique, que C était 70 fois plus performant que Python. Est-ce que vous l'avez mesuré avec le logiciel que vous aviez à disposition? Alors non, on a fait confiance au document, mais on a trouvé d'autres sources. Et là, c'était une personne qui, il me semble, c'est une personne qui a fait une thèse sur
en fait évaluer les différents langages de programmation. Donc on s'est dit que c'était quand même une source assez sûre, mais on ne s'est pas servi uniquement de celle-là, on a cherché ailleurs et on a bien confirmé que le résultat qu'il avait trouvé était intéressant. Alors, on a une demande de Johan Belper. Je ne sais pas si président, Sylvain Barthélémy, vous permettez à Johan de poser sa question. Bon, ben oui, bien sûr. Enfin, je pense pas. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. C'est plus un truc qui m'a un peu attiré, c'est votre algorithme de tri. Apparemment, il trie en complexité grand O de n, et j'aimerais bien savoir quel est l'algo utilisé. Alors, vous m'entendez, c'est où? C'est un tri casier. Donc en fait, c'est un tri par comptage qui est utilisable seulement dans des circonstances bien précises. Donc il y a des hypothèses. Il faut qu'on soit dans un ensemble fini, borné, et il faut qu'on soit dans un ensemble de valeurs discrètes. Et en fait, avec ce principe-là, quand on va parcourir les données, on va former un histogramme. Et avec cet histogramme, quand on va reparcourir les données, on va pouvoir placer, en fait, grâce à la place définie dans l'histogramme par rapport au placement des bornes, on va pouvoir simplement replacer chaque donnée dans sa place par rapport à l'histogramme et ça nous ordonne toutes nos données. Donc finalement c'est linéaire puisqu'on n'a que l'histogramme fait un parcours et on a un parcours de nouveau pour replacer les données sur ces deux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, on sent que c'est une question qui vous a fait plaisir, ça. Oui, parce que c'est une question qui. Du coup, je suis dans les 3 managers du truc. Donc, la première fois que j'ai vu algorithme de tri en complexité taux de n, je me suis dit, c'est pas possible parce que les algorithmes de tri généraux connus, les meilleurs, ils sont n log de n. Donc, moi-même, ça m'a fait sursauter. Et donc, ils m'ont affirmé que c'était bien le cas. Donc, ils m'ont renvoyé vers les liens et donc je suis allé m'intéresser un peu plus au fonctionnement. Et donc voilà, ça marche par histogramme. Et s'il est évidemment moins connu, c'est parce qu'il est peu utilisé, puisque ce sont des cas très, très précis. C'est des hypothèses quand même assez dures à avoir en ordre général. Voilà. Une dernière question courte. Question courte, réponse courte. Une toute dernière, s'il y a lieu. Allez-y, oui. Ah, mais je pensais que vous alliez parler. Pardon, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Non, membre du jury, l'équipe est en demande de questions. Elle n'en recevra pas tout de suite. On va passer, si tout le monde le souhaite. Merci Johan pour cette question et ce commentaire. Aux délibérations qui ont leur importance. 3 équipes prévues, 4 équipes finalement en finale. Il y aura une équipe qui restera sur la touche, 3 prix, 3 000, 2 000, 1 000 euros qui seront remis tout à l'heure aux heureux finalistes vainqueurs. Je vais demander aux membres du jury donc d'utiliser, si on reste sur 30 minutes, c'est 30 minutes pour un retour. J'ai 6h27 à l'écran. Donc, est-ce que ça vous va? Et si je parle au nom des 2 présidents, président du jury et Sébastien Lousteau, on se revoit à 19h dans 33 minutes ou 20 minutes? Ouais, je pense que 40. Sylvain, vas-y, pardon. Non, mais je pense que je suis d'accord avec ce que tu allais dire. C'est plus rapide que ça. Je pense que 20 minutes suffisent largement. C'est ce que tu allais suggérer, je pense. Président du jury. Oui. D'accord, ton micro est coupé, donc j'entends. Alors, on se revoit dans 20 minutes. Il est 27. Ouais. On se revoit à 47. Ouais, c'est très précis, mais c'est très précis. C'est très précis. On se revoit dans 20 minutes. Ouais, donc vous avez, pour tous les membres du jury, vous avez reçu deux liens, le lien de cette salle principale et la salle de délibération. Je vous invite maintenant donc à quitter cette salle ou en tout cas, je crois qu'il faut couper quand même ici, partir dans l'autre et revenir dans cette salle dans 20 minutes. À vous de jouer, à vous de délibérer. On se retrouve tout de suite après. Bravo aux étudiants. Oui, bravo pour ces présentations. Très précises, qui ont respecté les temps impartis. Bravo, ça s'applaudit dans tous les sens. De plusieurs groupes. On a l'impression ça, on aimerait bien la méthode du groupe X, le site web du groupe Y, les idées marketing du groupe Z. Non, mais on va difficile, il faut départager. Donc celui qui gagne est récompensé, on va dire que les autres, des mauvais projets, ils ont fait du mauvais travail.
Voilà, c'est la voie du jeu target. Donc ça n'a pas été simple, mais on a des partagés. Et c'est d'autant plus valorisant, donc vraiment pour ces 4 équipes, vous avez des points qui sont ressortis lors des délibérations positifs, qui vous mettent dans des positions, donc il y avait une grille d'évaluation qui vous permettait de gagner des points ou d'en perdre aussi, mais vous avez tous été analysés par les membres du jury qui ont donné leur avis sur chacun d'entre vous, qui ont classé évidemment, qui ont donné leur classement et qui nous ont permis, il est 18h48, qui nous ont permis d'établir un classement définitif. Premier prix 3 000 €, deuxième prix 2 000 €, troisième prix 1 000 €. Nous avons donné une importance donc pour un tiers à l'aspect environnemental et à l'empreinte, ou en tout cas aux arguments que vous avez donnés et aux choix que vous avez faits dans vos algos pour les faire apparaître, algos ou dans l'écologie, l'écosystème autour des solutions, de ce qui pouvait permettre aux clients et au président du jury de donner la meilleure analyse et grille d'analyse possible et choix possible dans les trios de têtes donnés. Je commence par l'équipe qui n'a pas démérité, mais qui ne gagnera pas aujourd'hui, ou en tout cas qui n'a pas réussi à convaincre un maximum nos membres du jury réunis, je les vois tous ensemble. Donc pour l'équipe des Datanimous, il n'y aura pas de printemps avant l'heure. Ce n'est pas un poisson d'avril. C'est déjà terminé. Il fallait une 4e équipe. Vous l'êtes. Et je passe tout de suite à la 3e équipe. 3e équipe qui remporte donc un prix de 1 000 €. Ils ont ébloui par certains points, mais ils n'ont pas fait l'unanimité auprès de notre président du jury, Sylvain Barthélémy. 3e place pour l'équipe des Loustiques. Les Loustiques. Merci. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros quelques secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez été fort appréciés pour effectivement certains points, mais des points qui étaient liés à l'algo vous ont éliminé d'eux-mêmes apparemment. Il y avait des choses qui auraient pu être moins perfectibles. Et donc le jury laisse 2 équipes finalistes. D'un côté, les Teddy Winners, de l'autre, les Zinzins de l'Esti. Sans plus attendre, nous allons annoncer donc le vainqueur, l'équipe qui termine à la 1re place. Et je vais laisser notre président du jury. J'espère que vous l'avez noté, président, et que vous l'avez bien avec vous, car je sais que c'était votre choix aussi. Vous les aviez classés premiers quand nous avons fait les délibérations. Quelle est l'équipe président qui remporte ce Data Challenge Nouvelle-Aquitaine Data Battle pour l'entreprise Tatami? À vous la parole. Alors effectivement, je les ai classés premiers, mais je ne suis pas le seul. Je vais juste préciser. Tout à fait. Ils ont remporté le plus de premières places pour toutes les personnes qui a fait assez largement l'unanimité. Et donc le groupe qui remporte cette année la Data Battle, c'est les Teddy Winners. Allez, ouvrez vos micros, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les Teddy Winners, vous aviez deux particularités quand même. C'est que vous avez tous pitché, donc vous avez tous pris la parole quasiment les uns à la suite des autres. Et vous avez réussi à convaincre, et pour l'algo, et pour la partie environnementale, notre jury. Président, peut-être un mot sur ce choix et sur ce qui a fait la différence pour l'ensemble des personnes en délibération. Moi, je me suis posé la question si je devais créer une entreprise, en fait. C'était un peu l'objectif, Viva Job. Quel projet je choisirais? C'est le vôtre. Parce que vous avez tout pensé, en fait, à la fois la façon de se positionner sur le marché, d'avoir un petit avantage comparatif avec la solution de strapping que je trouve très astucieux, de penser le produit web, de penser la question environnementale, même si c'est peut-être pas aussi travaillé que certains autres groupes. Voilà, mais vous avez pensé à tout. Vous avez travaillé à tous les points. Et donc, c'est ça qui vous met, pour moi, assez largement en tête. Un mot peut-être, qui veut se faire le porte-parole des Teddy Winners? Mathis? Les coachs.
Ouais, non, mais en tout cas, ça a été vraiment un réel plaisir de travailler avec cette équipe. Pendant un mois, on a essayé de vraiment se répartir au maximum les tâches, que chacun qui avait en fait son domaine de prédilection travaille à fond dans cette voie-là, et pour qu'ensuite en fait on puisse aussi écouter les idées de chacun. C'est vrai qu'avec les différents questionnaires, on a pu vachement aussi appréhender les différentes solutions qu'on pouvait apporter au problème. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi le travail, quoi, tout simplement. Et je pense que tout le monde s'est éclaté au sein de l'équipe pour ce projet. Et c'était le principal parce que, comme l'avait cité l'entreprise Tatami, c'était avant tout prendre du plaisir. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, quoi, tout simplement. Alors, j'aimerais bien pour les Teddy Winners que vous soyez tous à l'écran avec le doigt levé comme numéro 1, qu'on puisse faire cette photo suite à cet enregistrement pour vous avoir numéro 1, les Teddy Winners. Et je vais donner la parole aussi à l'équipe de Tatami parce que vous finissez numéro 1, les Teddy Winners, mais pour l'équipe Tatami, l'équipe client, ça a été très très difficile de départager votre équipe de l'équipe des Zinzins. Donc je voudrais aussi dire bravo à l'équipe des Zinzins de l'Esti. Vous terminez proche, donc je demande à l'équipe des Zinzins s'ils peuvent rouvrir les caméras, et une personne de Tatami, peut-être Jean-Benoît, si vous êtes avec nous encore. Je ne vous vois plus à l'écran, donc si vous rouvrez, bien sûr, vous êtes là. On est là, on a un petit problème de caméra. D'accord. Peut-être nous donner votre retour, vous, en tant que porteur de ce Data Challenge et qui attendiez des réponses. Quel est votre ressenti et quelle est votre analyse de la victoire peut-être des Teddy Winners, mais aussi de la place des Zinzins? Je crois que vous vouliez qu'il y ait un mix des deux, que ce soit les deux équipes. Vous avez beaucoup de choses positives pour vous. C'est exactement ça. Alors, premier point à relever, ce qui est quand même très très intéressant, c'est que on constate que l'objectif est atteint, puisque comme l'a dit l'un des derniers étudiants, l'objectif c'était justement avant tout qu'ils s'amusent, qu'ils prennent du plaisir en réalisant ce data battle. C'est comme ça que j'envisage avec mes autres associés présents dans la salle en physique. C'est comme ça qu'on envisage aussi les choses de notre côté. Donc ça nous va bien que ça se retrouve dans le travail des étudiants. Vous l'avez souligné également, compliqué de départager évidemment les deux premiers, puisque à la fois la qualité de la présentation et comme on l'a senti, la qualité du travail derrière était au rendez-vous. Donc pas évident forcément. J'avais moi aussi également mis les Teddy Winners en premier, mais franchement c'était vraiment très très serré, et c'était intéressant de voir aussi les différentes options prises par les différentes équipes. Ça aurait été peut-être un peu plus facilité notre choix décisionnel si tout le monde avait pris le même chemin. Mais là, c'était encore un peu plus compliqué, effectivement, puisqu'il y avait des options différentes. Voilà, Data Battle avec objectif atteint. Bravo aux gagnants. Bravo à tous les participants et participantes, puisque je pense, comme le disait Vincent Le Cerf, qui a malheureusement dû partir un petit peu en avance, après consultation, qu'on va pouvoir peut-être mixer différentes approches, et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant à retenir. On va pouvoir mixer différentes approches pour arriver au plus près de notre objectif final. On est vraiment ravis. Je parle pour toute l'équipe organisatrice, pour tous les étudiants qui ont participé, pour les écoles aussi, évidemment, qui étaient à l'ordre de 3, mais qui seront, je l'espère, encore plus nombreuses à rejoindre cet esprit des Data Challenge, des battles, à savoir créer de la diversité pour vous, entreprises qui cherchaient des réponses, qui cherchaient des solutions, qui cherchaient de l'originalité, de la créativité. Vous l'avez vu, et ils ont donné beaucoup de temps et d'énergie pendant un mois à créer ce que vous avez pu voir aujourd'hui, et c'est peut-être qu'une étape, donc ça fait particulièrement plaisir. Je vais donner la parole à l'IAPO, à son président Sébastien Lousteau, pour sans doute conclure, président, et nous inviter à la suite des événements cette année, à savoir, je crois, le 20 mai, il se passe quelque chose d'intéressant, et donc il y a sans doute une invitation pour toutes les personnes qui sont encore en ligne à l'instant. Vous m'entendez? Ça marche. Oui, déjà, je voulais remercier tous les organisateurs, surtout CY qui a beaucoup organisé, et l'entreprise qui a été très dispo pour faire toutes les visios toutes les semaines, et les vidéos aussi pour la com. Oui, sinon, ensuite, petite promo pour la suite. Donc, prochain événement le 20 mai, matinée sur le thème IA et souveraineté. Donc, on va parler
souveraineté, c'est-à-dire d'autonomie de l'Europe notamment par rapport à l'intelligence artificielle, au machine learning sur des solutions plutôt américaines ou des GAFA que tout le monde utilise, avec des interventions d'experts de l'Union européenne, des startups, des chercheurs. Et donc, on se donne rendez-vous le 20 mai, le matin, en distanciel, donc à suivre sur notre live.iapo.fr. Et puis, la suite, ça sera en septembre, un événement sur le quantique, sur l'informatique quantique et l'IA. Voilà. Tout un programme. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci pour votre énergie. Merci pour vos délibérations. Merci, président du jury. Merci à Jordi aussi pour vos questions et pour toutes ces compétences réunies aujourd'hui au service de Tatami et de son sujet qui, je l'espère, donnera des suites et donnera bientôt un job board des plus performants et des plus originales sur le marché. Il est 19h. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de fêter pour certains des prix, à savoir les Teddy Winners 3000 €. Bravo. Les Zinzins de l'Esti 2000 €. Les Loustiques 1000 €. Rendez-vous bientôt à l'IAPO. Suivez-nous sur les réseaux. Très bon week-end.